Et ça y est, il est l'heure, il est 18 heures, nouveau numéro d'apéro pistache et littérature. Une fois n'est pas coutume, on va se régaler ce soir avec Fabrice Papillon. Fabrice, comment allez-vous? Très bien, merci, super, impec, il fait beau, tout va bien. Il fait, ouais, effectivement, on retrouve, ça y est, le soleil dans nos cœurs, on peut en profiter, on peut sortir un peu de chez nous, ça y est, les joies du déconfinement, on est le 14 mai, à l'heure où on se parle, donc du plaisir, on va en avoir ensemble, parce que Fabrice Papillon, ceux qui suivent la chaîne le savent, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, c'était le coup de cœur avec le dernier hiver qui est là, et c'était le coup de cœur, on a remis le couvert avec Régression, on va en parler, forcément, on va apprendre à connaître votre univers, votre travail, j'ai plein de questions pour vous, on va encore se régaler ce soir, mais la première question, forcément, l'actualité, hein, comment avez-vous occupé votre quotidien d'auteur confiné ces derniers jours? Ben écoutez, 2 mois en fait au total ici en France, 2 mois de confinement. Honnêtement, j'étais dans de très bonnes conditions à la campagne avec un beau jardin. J'étais avec ma compagne, mon fils cadet, donc dans des conditions très agréables. Ça s'est très bien passé. Du télétravail, mon métier principal, c'est producteur de films, documentaires, et du coup, j'ai beaucoup télétravaillé sur ce que je pouvais faire. Alors à distance, qu'est-ce qu'on fait? On peut visionner des montages, les valider, faire pas mal de réunions et surtout développer des nouveaux projets. Donc ça a été l'occasion pour moi d'écrire, alors pas seulement des livres, vous l'avez compris, mais des projets de films. Donc là, il y en a eu pas mal, puisqu'on était là pour ça, en confinement. Et à côté de ça, bien évidemment, alors j'ai écrit quelques nouvelles à la demande de certains acteurs qui voulaient des nouvelles notamment pour que les bénéfices reviennent aux soignants, en particulier un livre qui a été lancé à l'initiative du groupe Editis, donc moi je suis chez Belfond qui est une des marques, un des éditeurs du groupe, un livre qui est paru il y a peu de temps en format uniquement électronique. On était je crois une 60aine d'auteurs et puis il y a eu d'autres expériences plutôt sur le web, donc ça c'était une partie de l'écriture et l'autre partie de l'écriture c'est que je me suis lancé dans mon 3e polar, qui est un tout petit peu, enfin qui est dans la veine des 2 premiers, et dont le nom de code, là c'est un peu une primeur, est Aliéné au pluriel, Aliéné, voilà. Et donc là j'ai commencé, alors j'ai fait tout le plan, mais ça j'étais dessus depuis des mois, et j'ai commencé, là j'en suis au 3e chapitre, là je me suis vraiment lancé dans l'écriture. On a le scoop, on commence en fanfare, on a le scoop du nouveau livre de Fabrice Papillon. Vous êtes journaliste de formation, spécialisé dans le domaine des sciences. Comme vous venez de nous le dire, vous êtes actuellement producteur, vous avez de nombreuses casquettes, vous avez développé de nombreuses casquettes au cours de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de votre rapport à l'écriture, qui est là en fait depuis le début, mais qui vous a amené il y a quelques temps à l'écriture de romans? Oui, c'est vrai que c'était un peu un parcours par étapes. Alors moi, j'étais effectivement journaliste, d'abord tout à fait généraliste, hein, comme les journalistes que vous voyez à la télé, dans le journal télévisé. Et j'ai fait beaucoup de radio, la radio Europe 1, où j'ai occupé plusieurs postes très standards, de reporter, grand reporter, présentateur de journaux. Donc c'est vraiment le socle de mon métier de journaliste. Et j'ai fait aussi pas mal de télévision. J'ai co-créé une émission qui s'appelle C'est dans l'air, qui est sur la chaîne française France 5 avec Yves Calvi, où je suis resté plusieurs années. Et au bout d'une dizaine d'années de ce travail un peu parallèle en fait entre Europe 1 et France 5, puisque c'était en gros la même entité au niveau éditorial, j'ai quitté le groupe, donc radio et télé, pour créer ma propre société de production qui s'appelait Scientifilm et qui, comme son nom l'indique, cherchait à promouvoir des documentaires de vulgarisation scientifique. Alors pourquoi la science? Parce que pendant ces années où j'étais journaliste à la radio et à la télé, je me suis spécialisé de façon un peu, même je dirais tout à fait par hasard dans la science, parce que moi je suis pas du tout scientifique de formation, je suis un vrai littéraire classique, mais j'ai rencontré des scientifiques, en particulier un généticien français qui s'appelle Axel Kahn, avec qui il y a eu un coup de foudre, on va dire, un peu amical, et on a écrit plusieurs livres ensemble, dont un qui a eu énormément de succès, qui était le premier d'ailleurs, sur le clonage. C'était il y a 23 ou 24 ans, ça ne nous rajeunit pas, et ça m'a mis sur les rails de l'édition, alors que c'était pas forcément prévu. Surtout, à l'époque, j'avais 23 ans, donc c'était vraiment très jeune, donc c'était pas du tout l'objectif. Mais de fait, ça a fonctionné. Donc j'ai écrit d'autres livres de vulgarisation avec Axel et d'autres scientifiques. Donc je me suis spécialisé dans la science, je me suis mis à couvrir l'actualité scientifique à la radio et dans l'émission C'est dans l'air. Et quand j'ai quitté ce groupe, c'était assez naturel pour moi, en créant une société de production de films documentaires, d'être vraiment spécialisé
spécialiser, eu égard à tous les films et reportages, tous les livres, pardon, et reportages que j'avais pu faire, de me spécialiser dans la science. Donc depuis maintenant une quinzaine d'années, je produis des documentaires. D'abord, pendant 12-13 ans, j'étais indépendant avec cette société, et depuis 2-3 ans, notre société a été rachetée par un groupe en France qui s'appelle Galaxy, et je continue à faire ce métier de développer des idées, des projets, puis de les vendre aux chaînes de télévision. Là, il y a un film qui va passer prochainement sur la RTS et sur la RTBF, qui a été diffusé il y a peu de temps sur Planète en France, et qui va être également diffusé au Japon sur la NHK. C'est un exemple parce que c'est très, je dirais, d'actualité. Ça va être diffusé le 4 juin prochain sur les ovnis. Alors nous, on a une spécialité, c'est la science. Donc on apporte une vision scientifique d'un phénomène qui n'est pas forcément. Et ça me permet de faire la passerelle avec mes bouquins. C'est-à-dire que, in fine, toute cette science que j'ai pu traiter pendant une vingtaine d'années à la radio, à la télé, dans mes films documentaires, tous les livres que j'ai pu écrire, les films que j'ai co-écrits et co-réalisés aussi d'ailleurs, tout ça, ça m'a aider à dépasser une vision littéraire qui était la mienne, d'y amener beaucoup de rationalité, et en même temps de garder cette ouverture d'esprit qu'on peut appeler un peu poétique, un peu ésotérique sur les marges. Et du coup, quand je me suis décidé à passer le pas de passer en quelque sorte du très sérieux journalistique à la fiction, alors naturellement je me suis tourné vers des histoires qui étaient à la frontière de la science et de l'ésotérisme, à la frontière de la science très rationnelle et de questions beaucoup plus existentielles et qui pouvaient nous interpeller sur nos origines, sur certaines possibilités offertes par la science, sur des phénomènes qui nous interpellent tous les jours au niveau des manipulations, par exemple génétiques. Dans mon troisième roman, j'interroge plusieurs domaines de la biologie, aussi on verra le retour, enfin je dis le retour pour moi, mais ça serait une nouveauté pour mes romans, des ovnis justement. On se posera beaucoup de questions, on se pose finalement toute question qui pourrait paraître un petit peu de l'ordre de l'ésotérisme, eh bien, je les prends à bras le corps pour en faire des enquêtes de police, des vrais thrillers, en y mettant beaucoup de connaissances scientifiques, mais en gardant cette ouverture vers l'ésotérisme. Donc voilà la logique qui a conduit pendant une vingtaine d'années, de façon assez progressive, vers l'envie de passer à la fiction et de traiter de questions à la frontière avec la science, l'ésotérisme, et aussi j'ajoute l'histoire, parce que je suis historien de formation, et que faire référence à l'histoire, c'est aussi important pour moi. Tout un parcours, on commence à mieux comprendre l'origine de vos livres, et justement cette envie de vulgariser, de devenir un peu un passeur de connaissances qu'on retrouve dans votre métier, mais aussi dans vos livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette voie d'aller vers la vulgarisation, l'accès des connaissances au plus grand nombre? Oui, c'est une super question parce qu'il n'y avait rien qui me prédestinait à ça. Encore une fois, j'ai fait un bac littéraire. Alors à l'époque, il y avait beaucoup encore de sciences et de maths jusqu'en terminale, mais enfin, c'était pas ma vocation. Et après, j'ai fait une prépa littéraire. J'ai complètement laissé tomber. En revanche, j'ai continué à faire beaucoup de philo. Et ce qui m'a vraiment conduit vers la biologie notamment et les questions scientifiques, c'est la philo, et plus précisément ce qu'on appelle la bioéthique. Donc c'est de l'utilisation, de l'usage de certaines techniques ou technologies scientifiques à des fins plus ou moins honorables, voire dangereux. Et c'est pour ça que le premier livre que j'ai écrit avec Axel Kahn traitait du clonage humain, et au-delà de la science, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le clonage, comment ça marche, bon, ça c'est technique, c'était surtout où est-ce que ça nous emmène. Et le clonage, on le retrouve dans mon premier roman de façon très très massif, donc dans Le Dernier Hiver, parce que c'est vraiment le domaine qui m'a porté vers la vulgarisation scientifique. Donc pour répondre à votre question, c'est le pont entre la science et la société, les questions de société que pose l'utilisation de la science qui m'a porté à vulgariser la science. Vulgariser, ça veut dire pour un garçon comme moi qui ne suis pas scientifique, d'abord comprendre et apprendre la science moi-même, comme n'importe quel citoyen qui n'est pas scientifique, ou j'allais dire, comme n'importe quel scientifique qui n'est pas dans son domaine, parce que c'est extrêmement spécialisé la science, donc il y a beaucoup de scientifiques, les physiciens ne vont pas comprendre les biologistes, c'est inversement. Donc je me suis d'abord plongé dans le contenu, avec passion, avec des profs formidables comme Axel Kahn qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup de lectures, et une fois que
une fois que j'ai été moi-même capable d'embrasser, on va dire, l'essentiel des connaissances scientifiques, alors là, je me suis passionné à tenter de les faire passer en vulgarisateur naturel, puisque j'étais pas scientifique, donc j'avais des facilités. Je proposais d'accéder à la connaissance scientifique comme je l'avais moi-même fait pour moi-même. Donc ça, c'était une première étape. Et en même temps, d'interroger toujours l'impact sur la société, le rôle que pouvait jouer la science dans nos choix, jusqu'où aller, notamment en biomédecine. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis porté vraiment à me passionner pour la vulgarisation. Et forcément, alors une question un peu plus sur l'actualité avant d'aller décortiquer vos livres. Par rapport à cette question de la transmission du savoir, de l'accès aux connaissances qui s'inscrit généralement sur un temps assez long, comment avez-vous vécu ces dernières semaines, ces derniers mois où on était face à une crise, à une pandémie qui n'a peut-être jamais mis autant sous les feux de la rampe la question scientifique, l'accès justement au savoir scientifique. Là, il est vrai que tout s'est passé sur un temps très court, où chacun voulait comprendre, voulait avoir les éléments pour être un peu au-dessus lors d'un débat entre amis sur Skype. On n'a jamais autant parlé de science, mais on s'est peut-être jamais autant rendu compte que peu de personnes savaient vraiment de quoi elles parlaient. Comment avez-vous vécu cette nécessité de passer les connaissances dans l'immédiat presque? C'est une excellente question qui fait allusion à un problème plus global que j'appellerais les fake news scientifiques. Le fait de manquer profondément de culture scientifique, encore une fois, c'était mon cas jusqu'à ce que je me spécialise, mais la société globalement, en tout cas française, j'enseigne aussi beaucoup la vulgarisation à des chercheurs. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des statistiques européennes, de l'OCDE, sur ce qu'on pourrait appeler la culture générale scientifique dans les pays de l'Europe ou de l'OCDE. Et la France, les pays francophones, les pays du Sud en général, sont particulièrement mal lotis. Ça veut dire qu'en gros, pour résumer, on a une connaissance de la science qui équivaut à celle d'un enfant de classe de primaire, de CE1, CE2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous demande quand est-ce que les dinosaures ont disparu, bon, c'est quelque chose qu'on apprend en CE1, CE2. On le sait pas forcément. C'était il y a 65 millions d'années. On se dit oui, mais à quoi ça me sert? Et le problème, c'est que on n'a pas l'impression que la science nous sert au quotidien. Donc, pourquoi accumuler des connaissances qui sont pas utiles alors que j'ai mes problèmes de vie, mes problèmes économiques, de famille, de travail? Et le problème, et ça rejoint votre réflexion, c'est que à un moment donné dans la vie, on est aussi confronté à des grosses questions qui appellent à des connaissances scientifiques. Typiquement, ce qui nous est arrivé avec le coronavirus. Et là, on se rend compte que le fait d'avoir négligé notre culture scientifique ou nos connaissances scientifiques, eh bien, ça nous place dans une situation très désagréable parce que finalement, on est un peu comme beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus avec ce qu'on appelle les fake news, notamment scientifiques. Alors, il y en a qui sont très rigolotes, comme ceux qui disent que la Terre est plate, d'autres qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Bon, ça peut être caricatural, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Exemple, la vaccination, c'est une très mauvaise idée parce que ça rend plus malade que ça ne soigne. Quand vous avez un tout petit peu de culture scientifique en biologie et en médecine, vous savez que c'est la pire aberration de dire une chose pareille. La vaccination depuis quasiment Pasteur et la rage, en fait, c'est ce qui a pu sauver des dizaines de millions de vies dans l'histoire de l'humanité depuis un siècle et quasiment et demi. C'est un exemple. Mais cet exemple, justement, c'est de la virologie, c'est de l'infectiologie, on parle de virus, de vaccins. C'est typique avec ce genre de discours parce qu'on manque de connaissances scientifiques, on manque de bases. Et quand on manque de bases, on manque de réflexion sur ces bases. On ne se pose pas les bonnes questions puisqu'on ne sait pas de quoi parler et sur quelle base raisonner. Ce manque de culture, de connaissances et de curiosité et d'intérêt pour la science, la biologie, la médecine aboutit à ce qu'effectivement on se retrouve dans une situation terrible où on ne sait rien. Et on voit défiler des experts qui parfois sont excellents, nous on les connaît, les spécialistes, parfois sont beaucoup moins experts que ce qu'ils veulent bien dire, et ça c'est très grave, et qui viennent se relayer sur les plateaux de télévision avec une espèce de technique de mitraillette où on ne fait que parler, gloser pendant des heures, H24 sur des chaînes d'infos continues et ailleurs. Et donc, on se retrouve, j'allais dire, au pied du mur sans vraiment savoir qui croire et que penser. Et ça, c'est un très gros problème de notre société. Moi, je suis journaliste de formation et je le dis haut et fort, la médiatisation à outrance, celle qui ne prend plus le temps de prendre le recul, de réfléchir et d'analyser, c'est aussi celle qui va précipiter l'ignorance et peut-être les mauvais choix de société. On avait fait un film
et même 3 films, notamment pour Arte en 2014, qui s'appelait Épidémie, la menace invisible. Ce film, 25 pays, vous m'entendez, nous l'ont racheté dans les 5 derniers mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Parce que nous étions parmi les rares spécialistes vraiment de ces domaines à avoir fait un film extrêmement complet où on allait retrouver les fameux vecteurs, vous savez, le pangolin, la chauve-souris. On allait s'intéresser scientifiquement à qu'est-ce que c'est qu'une épidémie, qu'une pandémie, comment ça démarre, etc. Il y a beaucoup de pays qui nous ont racheté ce pays, beaucoup de chaînes nationales en particulier, parce qu'on n'avait pas forcément fait 10 fois mieux, et puis on traite pas ce sujet tous les jours, mais ça prouve bien qu'il y avait un manque, ça prouve bien qu'il y avait un besoin. Et ce documentaire, il durait 90 minutes, c'était un film pour Arte. On a tourné dans le monde entier, en Asie, en Afrique. Il faut prendre le temps. On a mis des mois, 2 ans même de mémoire à faire ce film. On ne peut pas s'improviser spécialiste ou expert. Et nous, citoyens, quand on se trouve confronté à ces sujets, on est démunis, parfois de bonne foi, on ne sait pas qui croire et on fait un peu n'importe quoi. Du coup, il y a de l'impréparation, et sans faire de la politique, parce que c'est trop facile après coup. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup de pays se sont trouvés mal préparés, n'avaient pas forcément bien anticipé le stock de masques, les tests, la prévention. Et on a tous été confinés. Et le confinement, ça a des conséquences dramatiques. Pas seulement économique, mais humaine et sociale. Et donc, pour un bien, on s'est peut-être confronté à plusieurs maux, et moi, c'est ça qui m'attriste aujourd'hui. Alors, je résiste pas à l'idée de vous poser une autre question. On est à l'apéro, on prend le temps. Mais est-ce que c'est pas d'une certaine manière le piège de la vulgarisation scientifique? On l'a vu ressurgir, la vulgarisation, la vulgate, l'idée de faire accéder les connaissances au peuple. On voit aujourd'hui l'émergence presque de ce qu'on pourrait appeler de manière assez caricaturale une connaissance populaire qu'incarne Didier Raoult, par exemple, que très vite on a dépeint comme par exemple un scientifique gilet jaune, ce qui est absolument ridicule. Mais est-ce que c'est pas le piège aussi de la volonté d'amoindrir les connaissances pour les rendre accessibles et donc à terme inexactes? Il y a un piège absolument. Le piège, c'est, je reviens à ce que je disais au début de ma réflexion, c'est le manque de connaissances solides ou au moins d'un socle minimum partagé par le plus grand nombre. Quand on n'a pas ce socle, alors on peut se laisser happer par des discours. Ça devient de la politique en fait. Ça devient de la politique avec ses travers. Vous avez tous en tête des hommes ou des femmes politiques qui savent très bien parler, mais qui sont avant tout des populistes ou des propagandistes. Et chacun, selon ses valeurs, verra qui il veut dans ce rôle. Mais le fait est que quand on commence à faire de la politique, même en sciences, et il y a beaucoup de politique en sciences, beaucoup plus qu'on imagine, ne serait-ce que pour choisir où on va investir ses fonds pour la recherche, et bien quand on commence à faire de la politique en sciences ou en médecine, forcément, il y a de l'idéologie. Et quand il y a de l'idéologie, on commence à avoir des opinions, des avis tranchés, qui ne sont pas forcément les plus souhaitables d'un point de vue strictement du bien-être, du bien collectif et de la santé publique. Donc évidemment, on a beaucoup vilipendé Didier Raoult, que je connais par ailleurs, qui est un bon chercheur et un bon médecin, qui a fait des choses très importantes dans le domaine de la recherche scientifique à Marseille, en particulier sur des maladies rares, notamment liées au nanisme. Donc il y a des choses qui sont indiscutable sur l'activité scientifique de Didier Raoult. Après, il a fait ce qu'il a pu. Il a peut-être été un peu vite. C'est vrai que par rapport au canon de la science, on met plus de temps pour, par exemple, faire des recherches sur un vaccin ou en tout cas ici un traitement. C'est vrai. En même temps, on nous met le couteau sous la gorge. Il y a une urgence vitale. Il propose quelque chose. On essaye de l'évaluer. Point. Ça prend 10 secondes à expliquer. Il n'y a pas à en faire des kilotonnes pendant des semaines. Et moi, mon problème, c'est qu'effectivement, et c'est le journaliste qui parle, avec notre système médiatique, on va se jeter sur la moindre, j'allais dire, le moindre problème qui semble jaillir ici ou là pour en faire des kilotonnes et pour alimenter finalement le pseudo-débat. Donc, ça va bien au-delà de la vulgarisation. Ça va dans le problème de l'opinion publique, le problème de la surmédiatisation. Pour moi, il est vraiment là. D'accord. Bon, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites et malheureusement, je crois qu'on en a encore pour quelques semaines, quelques mois de débats acharnés qui effectivement ne servent pas beaucoup la cause et l'intérêt des gens au bout du compte. Mais on est quand même là pour parler littérature, pour s'aérer un petit peu l'esprit. Donc, on va aller forcément vers vos 2 livres. Alors, difficile de les résumer parce que on peut parler de thriller historico-scientifique, mais vous brossez tellement de domaines, tellement de registres, ce qui fait d'ailleurs que vos livres sont passionnants. Mais est-ce que vous avez trouvé une grande case
la grande case, ou peut-être thriller historico-scientifique, je tente, qui vous permettait de mettre toutes ces thématiques, tout ce que vous aviez envie de dire et de partager. Est-ce que vous vous êtes cadré ou est-ce que c'est venu au fil de l'écriture? J'ai toujours voulu prendre déjà le cadre, pour parler de cadre, du genre, on va dire, le genre du thriller. Parce que d'abord, j'adore en lire, comme beaucoup d'entre nous, et vous évidemment, et vos spectateurs aussi, plus que tous autres. Donc, je me suis dit, le thriller, c'est trépidant, c'est rythmé, c'est plein d'action. Donc c'est un cadre, c'est un style, c'est un genre qui peut tenir le public en haleine. C'est-à-dire que ma première idée forte, c'était de surtout pas emmerder le lecteur. Parce que j'avais fait beaucoup de choses sérieuses dans ma vie, je pense pas qu'elles étaient profondément chiantes, mais enfin elles étaient sérieuses. C'était des documentaires, des livres de vulgarisation. La première chose que je voulais faire, c'était écrire de la fiction haletante, prenante, et surtout pas rentrer dans quelque chose qui allait être compliqué à lire, parce que comme je savais que j'allais mettre du contenu assez solide de connaissances scientifiques, historiques et de la philo aussi, je me disais, si je commence à avoir un style littéraire trop classique, les gens vont risquent vraiment de s'ennuyer, le livre risque de leur tomber des mains. Donc la première étape, c'était évident pour moi, le choix du genre, le thriller. Alors à l'intérieur du thriller, moi j'avais une référence, c'est Jean-Christophe Granger, Depuis les rivières pourpres. Là, c'est quelqu'un qui m'a complètement enthousiasmé et dont le rythme et le style m'a porté vers le thriller. C'est vraiment lui qui m'a donné envie d'écrire du thriller. Pas que lui, il y a des génies, des grands auteurs qu'on adore tous, comme Franck Tillier, etc. Mais et qui aiment bien la science. Là, je fais des rapports exprès des auteurs qui aiment bien faire des références scientifiques ou techniques. Mais au-delà du genre du thriller, je me suis dit très vite aussi, toute cette science accumulée pendant 20 ans, comme un journaliste, c'est-à-dire les côtés les plus étonnants, j'avais envie de l'utiliser comme une matière première, un moteur, j'allais dire que c'était un peu l'essence dans le moteur de mes thrillers. Et l'histoire, pourquoi l'histoire? Encore une fois, parce que j'ai une formation d'historien, très bien, mais aussi parce que dans les deux premiers romans dont vous parlez, ceux qui sont parus, donc Dernière rivière et Régression, il y avait une logique de quête, donc de transmission de personnages historiques en personnages historiques, d'un secret, d'un grand secret, dont l'aboutissement faisait basculer le destin, non pas seulement de quelques individus, mais peut-être même d'une grande partie de l'humanité, ici au XXIe siècle. Donc, la logique de nourrir le récit par des allusions à travers quelques chapitres réguliers qui nous projetaient dans différentes époques historiques, cette logique, elle était aussi immédiatement évidente pour moi, pour que le lecteur ait des indices que les flics, que les enquêteurs du roman, du thriller, ne pouvaient pas avoir. Alors du coup, très vite, l'idée de mélanger thriller, science, histoire m'est apparue. Et la philo au sens de réflexion, de questionnement, pour nous faire réfléchir sur nos questions essentielles, d'où on vient, qui on est, et surtout où va-t-on. Bon. Donc tout ça, c'était ambitieux. Je vous avoue que j'étais quand même assez terrifié à l'idée d'aborder aussi avec autant d'ambition mes romans. J'ai été extrêmement soutenu par mon éditrice, Céline Toulouse, à qui je rends hommage vibrant, donc directrice éditoriale des éditions Belfond, beaucoup soutenue par mes proches. Mais il y a un moment, on se retrouve seul devant le clavier ou la page vide, et j'ai avancé. Et outre, et c'est là où je vais en venir en termes de référence, outre un Jean-Christophe Granger ou un Franck Tillier sur l'aspect très thriller et très amateur de science et de technique, il y a un autre auteur qui fait couler de l'encre, mais qui a été exceptionnel, c'est Dan Brown avec son Da Vinci Code. Il a quand même il a fait une rupture dans l'histoire de l'édition. Et moi, la mécanique Dan Brownesque, elle m'a énormément marqué. Et donc, ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est d'opérer une sorte de mécanique à la Dan Brown à l'intérieur d'un genre policier, thriller, et en utilisant ces ressorts qui nous embarquent bien au-delà d'une enquête toute simple, qui font, comme chez Dan Brown, basculer le destin de l'humanité. Donc voilà quels sont les ingrédients que j'avais en main. J'ai travaillé longtemps, le premier roman m'a pris 2 ans, évidemment c'était le soir, le week-end, puisque j'ai beaucoup de travail, donc c'est pas vraiment 2 ans, disons que si c'était ramassé sur quelques mois, mais ça a été énormément d'enquête, énormément de réflexion, et puis une longue phase d'écriture, bien sûr. Et forcément, la transition est toute trouvée, parce que je remonte, le dernier rivière, c'est une somme de pages. C'est une somme de pages qui se lit, mais c'est du miel. C'est du miel à la lecture, vous ne verrez rien passer. Mais
Comment avez-vous construit une telle trame avec autant d'éléments? Est-ce que, alors aujourd'hui vous êtes à 2 livres, est-ce que vous avez une méthode assez cadrée pour avancer, construire votre puzzle qui comporte là un certain nombre de pièces? Est-ce que c'est cadré ou là encore c'est venu peut-être au fil de votre enquête finalement? Vous étiez un enquêteur vous-même là. Oui, je me suis mis dans la peau des policiers. Alors, il y a une méthode. En troisième, on a finalement, par empirisme, on a une méthode. Au début, j'avais évidemment pas de méthode, mais comme j'avais écrit déjà beaucoup de livres, enfin une dizaine de livres de vulgarisation et beaucoup de films, je me suis d'abord inspiré de la méthode utilisée pour les documents, que ce soit écrit ou documentaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord une grosse enquête, comme tout journaliste qui se respecte. Je suis allé interviewer des gens, des experts des domaines dont je voulais parler, des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, et beaucoup de policiers, des flics et des gendarmes, et la police technique et scientifique, en particulier pour le premier roman, donc Le Dernier Hiver, puisqu'elle a un rôle important, qui m'ont tous ouvert leurs portes, parce que j'avais cette carte de presse, cette aura de journaliste, et puis j'étais honnête dans ma démarche. J'ai dit, vous savez, c'est pour faire de la fiction. Et ils ont tous été pris au jeu. Je leur présentais mes meurtres, finalement mes intrigues, et je leur disais, vous, qu'est-ce que vous feriez? Et ils ont tous adoré ça, aussi bien les policiers que les gendarmes. Parce que dans le deuxième polar, Régression, c'est plus les gendarmes. J'ai fait la même chose, je suis allé voir les gendarmes, à Ajaccio en l'occurrence, pour commencer, et je leur ai soumis à la section de recherche mes meurtres. Et ils m'ont dit exactement, vous savez quoi, la réalité dépasse la fiction. Moi, j'avais imaginé un plan A, et eux, ils m'ont dit, oh là, non, nous, on va faire beaucoup plus, on va faire une noria d'hélicoptère, je vous passe les détails. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que souvent, avoir l'avis des vrais pros, ça peut donner encore plus de matière d'action et romanesque. Donc, beaucoup d'enquêtes auprès des acteurs physiques, réels, beaucoup de lectures, mais ça, c'est le travail de journaliste, donc une grosse documentation. À un moment donné, le plan, je l'ai en tête de manière très diffuse, c'est-à-dire j'ai un début, j'ai une fin, et je sais quelle va être l'acné, quel va être le moment du principal rebondissement à peu près au milieu du livre, et qui va faire un peu basculer le polar. Et j'ai toujours en tête que je dois avoir non pas une, mais plutôt 2 fins en général. C'est-à-dire que il y a un premier effet qui se coupe, puis un deuxième qui nous surprend un peu à travers un épilogue. Ça, c'est ce que j'ai adopté dans mes 2 premiers romans. Donc ça, je l'ai à peu près en tête, mais c'est au fil de mes enquêtes très poussées, très approfondies, de mes interviews notamment, que se dessine le plan détaillé. Et après, je fais comme tout le monde, j'écris un plan très détaillé qui fait facilement une 20aine de pages, ce que j'ai terminé il y a à peu près 3 semaines. Et ensuite, une fois que ce plan, pour le 3e roman, j'entends, et une fois que ce plan est détaillé et terminé, que je l'ai vraiment nourri, Google m'a beaucoup aidé, Wikipédia m'a beaucoup aidé, mais pour les détails, pas pour les gros sujets. Et bien là, je commence l'écriture. Et alors moi, j'ai une technique très très bête et méchante, très scolaire. J'écris les chapitres dans l'ordre vraiment d'apparition, et je ne passe pas au suivant tant que j'ai pas finalisé le précédent. Et c'est une hygiène, parce que sinon j'ai beaucoup de mal à... Je sais qu'il y a des auteurs fabuleux qui sont capables de décrire plein de choses en même temps, du début, de la fin. Moi, je le fais vraiment scrupuleusement dans l'ordre, et ça me permet vraiment, mon cerveau, mes personnages avancent vraiment au rythme du thriller. Tout ça noyé dans une mécanique entre le passé et le présent où vous brinque-ballez vos lecteurs là, à travers les siècles et les millénaires. Vous parliez d'avoir rencontré des personnalités vivantes, des policiers, des gendarmes, des experts en tout genre. Mais comment avez-vous fait avec les personnalités qui ne sont plus de ce monde, hein? Jésus, Nietzsche, Himmler, Rabelais, la liste est longue. Est-ce que vous vous êtes plongé dans la vie de chacun? Ou est-ce que vous, là encore, vous avez grappillé des éléments? Et aussi, deuxième partie de la question, est-ce que vous avez vous-même été surpris de ce que vous avez découvert? Alors, là, c'est le côté historien qui revient. C'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à me replonger dans ces personnages. Je les adore. Ceux que j'ai choisis, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Je les aime pas forcément pour ce qu'ils ont fait. Vous citiez Himmler, évidemment. Mais c'est un personnage historique extraordinaire. On parle beaucoup d'Hitler, mais dans son sillage, un personnage comme Himmler est totalement saisissant. Donc c'est des personnages que je connais bien, que j'avais étudié notamment pour mes études, mais pas seulement. Donc je me suis replongé dans des vrais ouvrages. Donc c'est pas du grappillage. Là, sur les grosses personnalités dont vous parlez, là c'est de la biographie, c'est de la bibliographie d'auteurs qui ont écrit sur ces auteurs. Et donc c'est une phase qui peut paraître assez rébarbative quand on n'est pas habitué à vraiment travailler sur des dossiers, des contenus, des livres, des thèses, etc.
je me suis replongé même dans des archives historiques. Par exemple, dans le dernier hiver, il y a tout un chapitre, même 2 ou 3, qui se déroule à l'abbaye de Cluny, à l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. Et ben, j'ai retrouvé les heures des états généraux de Cluny, qui étaient à moitié en vieux français, en latin, pour que mes dates collent exactement avec mon intrigue. Quel temps faisait-il ce jour-là? Combien y avait-il de moines à l'abbaye ce jour-là? Donc il y avait une espèce d'obsession sur laquelle j'ai un peu levé le pied, parce qu'on m'a dit que j'en faisais trop, et c'est tout à fait vrai, puis ça faisait perdre un temps monstrueux. Mais j'avais une obsession vraiment de la précision. Donc ça, c'est le travail de l'historien, c'est-à-dire replonger dans des archives, des données, des textes, des biographies ou des autobiographies. Donc je me suis replongé, ou plongé, parce que je ne connaissais pas évidemment tous les textes, dans une somme documentaire importante pour me familiariser avec ces personnages. Et au bout d'un moment, à force de lire 3 ou 4 ou 5 gros ouvrages ou thèses sur ces personnages clés, ils prennent vie en vous, ils prennent une forme de figure particulière, de caractère, de personnalité. Et là, vous l'appropriez, je me les approprie, et là, je les fais vivre dans les chapitres. D'accord, effectivement. On en apprend de plus en plus sur votre méthode, sur la construction de ces livres. Et une autre question, alors, qui fait un peu un pont avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Dans un interview pour Gruz Namur, un confrère blogueur, vous disiez que votre intention était de gommer la frontière entre la réalité et la fiction. C'est un exercice d'équilibriste. Comment vous faites pour doser, en fait? Quel est votre dosage là-dessus? Est-ce que vous permettez des libertés? Dans quelle mesure? C'est une excellente question. En fait, c'est mon jeu. Il y a rien de plus qui m'éclate que de perdre le lecteur, mais le perdre sympathiquement, c'est-à-dire de le troubler au point que, et Dieu sait que j'ai eu de nombreux lecteurs, et ça me remplit de plaisir, qui à des salons du livre, des signatures, etc., m'ont dit, une majorité d'entre eux, en tout cas une grande partie d'entre eux, m'ont dit, mais écoutez, est-ce que vraiment, sur toute ou partie, ça dépendait de mes livres, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et par exemple, sur le dernier hiver, j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont demandé si le codex, c'est un manuscrit qui passe de main en main, on n'en dira pas plus, mais enfin c'est le cœur le ressort, on va dire, de l'intrigue. Est-ce que ce codex existe? Parce qu'il est tellement précis dans l'histoire, dans la manière dont il se transmet de siècle en siècle, de personnage en personnage, qu'on finit, et c'était ça mon objectif, par douter, se dire, mais bon sang, bon temps, il existe ce codex. Vous l'avez eu en main. Quelqu'un m'a dit, mais vous l'avez eu en main. Vous l'avez lu, vous l'avez feuilleté. Et j'ai eu envie de vous dire, mais oui, parce que je l'ai tellement imaginé pendant des mois et des mois que c'est comme si je l'avais eu en vrai entre les mains. Donc oui, il n'y a rien de plus jouissif pour moi que d'embarquer le lecteur dans une forme de confusion où il se demande en permanence si c'est du lard ou du cochon. Et j'essaye de rendre mes décors, mes personnages tellement véridique, tellement vrai, tellement réaliste, on va dire, on ne peut que se dire, et c'est ça que j'espère de la part du lecteur, ça pourrait arriver. Et rien que ça, pour moi, c'est une victoire. Je crois que la victoire, effectivement, elle est là et bien là. Et pour rebondir sur un autre aspect de vos livres, c'est la question de la femme dans l'histoire, l'histoire des sciences, l'histoire de la culture. Pourquoi cette volonté qui est effectivement très intéressante, parce que vous mettez en lumière des personnages féminins dont on n'a malheureusement pas assez connaissance. J'en ai découvert certaines, c'était vraiment passionnant. Pourquoi vous avez cette volonté? Est-ce que c'est peut-être un écho à notre époque actuelle qui se rend compte effectivement qu'il est plus que jamais important de remettre en évidence les personnages féminins de notre monde, de notre économie, de notre culture? Alors, dans mon premier roman, Le Dernier Hiver, c'était effectivement le but, en fait, c'était un vrai objectif. C'était, on peut appeler ça un livre féministe, si on veut, parce que vraiment, je cherche à rendre hommage. C'est tout à fait juste ce que vous dites. En tout cas, c'est ce que je souhaitais, rendre hommage à des figures féminines, notamment du passé, mais quelque part, c'est une manière d'éclairer le présent, de montrer à quel point les femmes sont extrêmement importantes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans mon deuxième roman, le propos est plus écologique. Dans mon troisième roman, je vais pas le dévoiler, mais il y a encore un autre propos, parce qu'il y a toujours chez moi une volonté de passer des messages. Donc la femme, oui, essentiellement dans mon premier roman, parce que je leur rends hommage à travers des figures historiques, mais dans mon deuxième, et je peux vous annoncer que dans mon troisième aussi, la femme est aussi au cœur, à travers notamment le personnage de l'enquêteur ou l'enquêtrice principale. Autant j'ai un homme dans le premier, qu'on revoit un peu dans le deuxième, qui est un commandant de police, autant dans mon deuxième roman, il est en
Bisbee est en concurrence avec une enquêtrice de la gendarmerie, donc qui est capitaine de gendarmerie. Et dans mon troisième polar, on a affaire à une commandante de police qui est d'ailleurs élève commissaire à l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Donc ce sont des femmes qui ont des personnalités, qui ont un caractère extrêmement trempé et qui ne s'en laissent pas compter. Et moi, je n'aime rien de plus que ces femmes, et donc je reviens aux personnages historiques, qui ont été baignées dans des siècles de machisme, où seul l'homme pouvait détenir la connaissance, et qui se sont battus corps et âme, souvent en prenant d'énormes risques pour leur vie, pour dire, mais nous aussi, les femmes, nous avons un cerveau. Et ces figures, ça commence par Hypatie d'Alexandrie, à qui je rends un hommage un peu saignant, parce que son destin est terrible dans le premier chapitre du Dernier Hiver, mais qui était une grande philosophe de la fin, en fait, de l'Antiquité, hein. Et c'était une figure exceptionnelle, une grande philosophe, une grande mathématicienne aussi. Et à travers Hypatie, il y a tout un héritage que j'imagine et qui sont d'autres femmes qui ont pris sa suite. Je pense à Émilie du Châtelet, la compagne de Voltaire, qui était une grande physicienne, qui a rendu Newton concret, qui a traduit Newton pour les Français. Je pense à Rosalind Franklin et tellement d'autres. Rosalind Franklin qui a vraiment découvert la structure de l'ADN avant de se faire voler son cliché par Cricket et Watson qui en ont eu le prix Nobel. Ce que je veux dire, c'est que derrière les hommes, il y a souvent des femmes spoliées, des femmes lésées. Et donc, vous voyez, c'était un ressort extraordinaire pour moi. C'est de se dire, rendons à César ce qui est à César, en l'occurrence Césarine, rendons-leur ce qu'elles ont fait vraiment, remettons-les en lumière et montrons à quel point les femmes ont aussi joué un rôle très important, mais vite oublié, vite nié par les hommes au fil de l'histoire. C'est vraiment très intéressant et puis c'est une démarche qu'on a l'impression de rencontrer de manière générale. Je pense par exemple au dernier roman de Diane Ducré qui je trouvais dans une démarche aussi très intéressante de remettre en évidence la femme, mais aussi la femme avec un F majuscule évidemment, mais aussi dans ce qu'elle a de plus sombre. Et je trouve que c'est aussi ce qu'on peut retrouver parfois, sans en dire plus, dans vos livres. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de remettre un personnage plein et entier dans l'histoire avec ses faces lumineuses évidemment et aussi très sombres. Donc c'est vraiment une démarche. Ces ambiguïtés, pour moi la femme comme l'homme, mais enfin les femmes en particulier, compte tenu de leur histoire et des difficultés qu'elles ont rencontrées, de l'opprobre et de l'oppression pendant tant de siècles et même de millénaires, elles ont forcément une forte ambiguïté en elles. C'est ça qui me plaît, c'est de montrer que tout n'est pas rose, loin de là. Absolument, absolument. Et une autre question, on va tout doucement arriver vers la séquence du dernier pour la route, hein. Une autre question, là je m'adresse peut-être plus au producteur qu'à l'auteur. Pensez-vous peut-être à une adaptation en série, parce que c'est la grande mode forcément, à une adaptation en série d'un de vos livres? Est-ce que vous écrivez peut-être avec cette idée en tête ou est-ce que ça vous intéresse pas forcément? En fait, c'est pas un moteur, c'est-à-dire que c'est pas pour ça, mais il est évident que comme je viens de l'image, de l'audiovisuel, que comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je suis aussi un vrai cinéphile, et que les thrillers, je les aime largement autant à l'écran que dans les livres, forcément, j'ai une manière d'écrire et de séquencer mes chapitres qui fait évidemment beaucoup penser à une construction de film, ou même plutôt de série d'ailleurs, parce qu'effectivement, comme c'est assez riche, et ça n'a pas loupé, j'ai plusieurs scénaristes, même réalisateurs qui m'ont approché sur le Dernier Hiver en particulier, parce que c'est les plus anciens, et là j'ai une scénariste en particulier qui a vraiment fait un gros travail, et on a un dossier qui est en train de circuler chez plusieurs producteurs de fiction dans l'optique d'une série, donc c'est vraiment l'idée de la série typique plateforme Netflix ou autre ou Canal. Évidemment, c'est extrêmement difficile d'aboutir parce qu'il y a énormément de projets et je suis bien placé pour en parler comme producteur. En tout cas, le travail il a été fait avec une équipe passionnée qui a vraiment pensé, comme vous, que c'était une matière forte pour une série de fiction, de cinéma ou télé en l'occurrence. Donc là, les dés sont jetés, la bouteille est à la mer, on verra bien. On a hâte en tout cas de découvrir tout ça. Fabrice, déjà merci beaucoup pour toutes ces réponses, on se régale, je remonte le Dernier Hiver, Régression, jetez-vous dessus, courez en librairie, ça a rouvert, il faut inonder les librairies, en respectant les distances, mais il faut inondons nos librairies, et on va aller vers la petite séquence, un dernier pour la route.
maintenant, ça y est, tout le monde l'attend cette séquence. Quelques petites questions pour vous connaître un petit peu mieux et on commence avec le cinéma, justement, avec le film à voir d'urgence. Là, vraiment, c'est votre film presque favori que tout le monde doit voir. Moi, je pense que tout le monde l'a vu. Mais alors, moi, je suis un fan absolu de Tarantino. J'aime son univers de violence et complètement parfois burlesque, qui confine à l'humour noir grinçant. Ou les femmes, Uma Thurman dans Pulp Fiction, merci Kill Bill. Mais j'aime tellement Pulp Fiction que je le mets volontiers dans la liste. Mais Uma Thurman dans Kill Bill, voilà, voyez, ça c'est la femme par excellence. Certes belle, mais c'est pas le plus important, même si c'est toujours agréable. Tellement maligne, intelligente, douée, extrême bien sûr, avec toutes les énormités de Tarantino. Mais voilà, je mettrais Kill Bill, Pulp Fiction, et pas que ces deux films qui sont des grosses machines à succès, mais tous les films, en gros, 98% de Tarantino, dans une liste absolument à ne pas manquer, parce que c'est des univers totalement décoiffants, tellement américains et en même temps tellement innovants, avec un rôle majeur de la femme. Quentin Tarantino, on va se refaire la filmographie. On va voyager. Vous allez nous emmener un petit peu en voyage avec vos prochaines vacances, maintenant que le confinement est fini, qu'on peut espérer peut-être bouger, l'endroit où vous vous sentez le mieux. Voilà. L'endroit où j'aimerais partir pour mes prochaines vacances, c'est ça ? Absolument. Alors, mes dernières grandes vraies vacances, c'était en Namibie, en Afrique, et je recommande à tout le monde quand ça sera à nouveau possible, parce qu'évidemment en ce moment tout est compliqué. Mais voilà, l'Afrique est un des continents qui me touche le plus et qui m'attire le plus. Donc je suis loin d'avoir fait toute l'Afrique, très loin même. Donc découvrir de nouveaux pays africains, je pense notamment en particulier au Kenya. Bon, l'Afrique subsaharienne en général. Je commence à avoir un peu roulé ma bosse là-bas. Donc l'Afrique, l'Amérique latine, je suis un très grand fan. J'adore le Brésil. J'ai eu la chance d'aller dans pas mal de pays, Venezuela, Mexique et d'autres, le Chili. Donc volontiers retourner en Amérique latine, ça me manque. Là, j'ai très envie d'Amérique latine en ce moment. À l'Afrique, bon là, j'ai assouvi cette envie il y a quelques mois avant le confinement. Voilà, c'est des destinations. Je vous dirais Mexique, Brésil, ça me tente bien. Vous donnez envie de voyager. Et un peu de musique maintenant avec. Voilà, vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Vous choisirez laquelle. Alors un seul album, un seul titre ou un seul auteur? Allez, un auteur, je vous l'accorde, parce que c'est vous. Alors, mon maître absolu, c'est Miles Davis. Moi, je suis un fan éperdu de jazz. J'en écoute toute la journée en écrivant. Vous voyez, une petite précision sur mon travail. Ma compagne est une fan absolue de jazz. Elle joue du jazz merveilleusement. Son oncle est un grand jazzman d'ailleurs. Pour moi, c'est vital. Et chez Miles, toutes les époques de Miles me plaisent, depuis les plus classiques des débuts jusqu'aux plus déjantés des années 70, à moitié électronique, pour revenir à Toutou, par exemple, dans la fin de sa vie, de Toutou et Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, 2 titres de Miles, qui ouvrent et ferment une parenthèse d'une carrière exceptionnelle. Et voilà quelqu'un qui, du matin au soir, alors je fais pas que l'écouter que ça, sinon j'en serais dégoûté, mais peut tous les jours ou presque égayer ma vie. Miles Davis. On note, et on revient du côté du territoire des livres avec cette question. Vous avez la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Vous choisissez lequel? Personnage de roman, c'est bien vu ça. Je crois que je rêverais d'être réincarné. Son nom m'échappe à l'instant, voilà, longtemps que je l'ai pas fréquenté, mais dans ce personnage qui était, je crois, franciscain, l'enquêteur franciscain du nom de la rose d'Umberto Eco, qui, vous savez, va dans ce monastère où on a des empoisonnements très étranges, des morts en tout cas très étranges, et c'est toute l'histoire du nom de la rose. Alors le film, je parle du film en premier lieu, pour ceux qui ne connaissent pas Nom de la rose, est un incontournable. Il est excellent avec Sean Connery, qui campe le rôle de cet enquêteur
donc franciscain ou dominicain, je crois qu'il est franciscain. Et vous voyez, on retrouve ici l'histoire, l'enquête policière, thriller, historique, et on retrouve la passion du livre, puisque tout tourne autour de manuscrits. Donc pour moi, Le Nom de la Rose, c'est énorme. Je parle du film parce que si vous voulez attaquer le livre et que vous ne l'avez jamais lu, bon courage. Il y a des pages écrites carrément en latin. C'est une somme. Umberto Eco s'est complètement lâché. C'est globalement imbitable pour le commun des mortels. Enfin, faut vraiment vouloir faire un énorme effort, le livre. Mais si on veut commencer et apprécier vraiment les ressorts exceptionnels de cette histoire, alors je conseille d'abord le film. Et voilà, j'adorerais ce personnage. Un voyage dans les époques là encore. Et on va un peu mettre les pieds dans le plat, les pieds dans le plat, si j'arrive à le dire, si j'arrive à le faire, c'est fait. Avec un peu de médias, avec la personnalité médiatique qui vous agace. En ce moment, voilà, elle vous énerve, faudrait éteindre la télé un peu. Alors, avec le confinement, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai décroché complètement des médias. Pourtant mon métier, c'est-à-dire que je me suis beaucoup plongé dans les livres, pas seulement l'écriture mais la lecture, et puis le travail. Et j'ai peu regardé. D'abord, ce qui m'agaçait, c'était le coronavirus 24 heures sur 24. Donc, ce qui m'agace, c'est globalement mes confrères qui n'ont pas forcément le choix. Hein, c'est un peu la loi du genre. Après, une personnalité en particulier. Du coup, alors moi, j'ai un problème avec quelqu'un qui est pourtant un très grand journaliste à la base, qui s'appelle Eddy Plenel, qui était le patron de la rédaction du Monde et qui maintenant, comme tout le monde sait, peut-être d'ailleurs ou pas, est un des patrons de Mediapart. Grand site d'information. Je respecte profondément les institutions, le Monde, Mediapart, on peut dire beaucoup de choses, mais ce sont des maisons avec des grands journalistes. Autant la personnalité médiatique Eddy Plenel, avec ses prises de position, notamment vis-à-vis de l'islam en particulier, ça me pose ça me gêne énormément. Voilà, je le dis en toute franchise. On lui dira s'il regarde cette vidéo peut-être, mais c'est intéressant effectivement. Et enfin, 2 dernières questions, on revient dans les livres, hein, on est là pour ça, avec l'auteur qui est un peu surcoté selon vous. Même peut-être parmi les classiques, vous trouvez qu'on en fait peut-être un petit peu beaucoup. Oh non, je vais pas balancer. Il y a Joker si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais, non, là, j'ai bien quelques idées. J'ai quelques idées, mais si je balance, même si il y a peu de chances qu'il tombe pile poil sur la vidéo, c'est un peu embêtant. Non, franchement, c'est pas juste pour éviter la question, mais en citer un seul et qui soit évidemment surcoté, là comme ça, je ne saurais pas qui dire, mais il y a quelques auteurs. Pour qui, effectivement, alors on va dire dans des domaines un petit peu du bien-être, voilà, je vais laisser la porte un peu ouverte, je vais donner des indications, le bien-être, la santé, en gros, mangez ce que vous voulez et vous maigrirez. Bon, il y a quelques auteurs qui sont des médecins en particulier, qui se laissent vraiment aller à des activités purement commerciales, et qui, moi, sur le fond, médical et scientifique, me gêne beaucoup. Voilà. La cible s'affine, on devine peut-être des noms, hein. On laisse le choix aux gens. Voilà. Voilà. Peut-être Michel Simès ou d'autres, on dira pas plus, on verra, il y en a plein. Non, Michel est un ami, je le connais depuis très longtemps, une vingtaine d'années, et franchement, c'est loin d'être le pire, au contraire, même s'il fait beaucoup de choses, et parfois on peut se dire, il se laisse aller avec les secrets du corps humain à faire à la télévision, faire du showbiz. Il a des prises de position toujours très fortes, notamment par exemple on parlait de la vaccination. Voilà quelqu'un qui s'insurge volontiers contre ceux qui ne veulent plus vacciner. Donc je ne pensais pas à Michel Simès. Bah, au moins c'est clair, voilà. Enfin de la clarté. Et puis on finit avec le livre à lire, vraiment votre conseil de lecture, votre livre peut-être favori. Alors, je vais pas revenir sur des grands classiques comme Le Nom de la Rose. D'abord, j'ai dit qu'il était très difficile à lire. Donc, je vais pas être dans les classiques. Je vais plutôt être dans des livres très contemporains, très récents. Je pense au Lambeau. Le Lambeau, qui est ce livre, le livre qui m'a le plus ému ces dernières années, parce qu'évidemment, le récit qui est fait de la tuerie, des attentats, premiers attentats en fait vraiment qui nous ont traumatisés en début 2015 à Charlie Hebdo. Le récit de Lançon, hein, donc c'est Philippe Lançon qui était journaliste à ce moment-là,
présent au moment de la tuerie de Charlie Hebdo, qui a été extrêmement profondément, gravement blessé et qui en a des séquelles à vie terribles, d'où le titre Le Lambeau. Le récit qu'il fait, pas seulement, c'est très court, hein, et puis c'est assez évidemment assez pudique de la fusillade, c'est tout ce qui se passe après et tout ce qui se passe en lui et tout ce qui ressort de ce traumatisme profond et toute cette philosophie, presque cette poésie totalement hallucinante. Ouais, voilà un livre qui, pour moi, est totalement bouleversant. Le Lambeau de Philippe Lançon chez Gallimard, effectivement un livre qui a marqué, qui va marquer encore, je pense, pendant de longues années. En tout cas, Fabrice, un grand merci. Un grand merci pour tous ces échanges. Je remonte, je ne résiste pas à l'envie. Le dernier hiver qui est en format poche, si je dis pas de bêtises. Alors, le dernier hiver est en format poche, absolument, depuis au moins 1 an maintenant. Et pour lequel j'avais remporté le prix des lecteurs Point. Et je vous annonce que Régression, donc le deuxième, va sortir en poche. J'ai eu la couverture hier, vous voyez, c'est tout neuf. Couverture va sortir le 6 octobre en poche. Hein. Et je vous annonce aussi que je viens d'apprendre que j'ai remporté un prix qui sera officiel, donc je peux pas le dire, seulement début juin, je crois. Mais je peux juste vous dire que je succède à Franck Ilyes, qui pour moi est un honneur, et que j'avais en face de moi des gens que je respecte beaucoup, comme Olivier Dorec. Et donc ce prix pour moi est une immense récompense. Voilà. Magnifique, magnifique. Et ben je crois que c'est mérité. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce que on nous embête avec des Dan Brown, avec des José Rodriguez dos Santos. Et ben nous on en a un qui est très bien. Et oui, on adore ces auteurs. José Rodriguez dos Santos, j'adore. On adore. Évidemment, génial. Mais nous, on a Fabrice Papillon et il n'y a pas de problème. On n'a pas à rougir, on se régale. Donc, on va vous suivre. On va évidemment parler de vos futurs livres sur Let It Be. Vous serez le bienvenu dans un prochain numéro d'Apéro Pistache et Littérature. On va vous suivre avec grand plaisir. Merci infiniment, merci beaucoup, c'était super, c'était un très très bon moment, merci beaucoup. Merci à vous Fabrice, et nous on va se retrouver. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de Let It Be, vous pouvez vous abonner aussi, ça c'est une bonne idée, et puis on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. Fabrice, merci encore, allez, au revoir, et vive la France. À bientôt. Comme ça. Merci, au revoir, à bientôt.